Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Je suis Blandine et il paraît que choisir, c'est renoncer. Je suis Lucie et récemment on m'a informé de l'existence de l'expression italienne traduttore traditore. La traduction est-elle une trahison? Vous avez 4 heures. Je suis Claire et je ne peux pas lire de scènes de sexe explicite en français. Par contre, racontez-moi vos pires kinks dans la langue de Shakespeare et je ne rougis même pas. Je suis Oriane et j'avoue, j'ai déjà commis des traductions pour le plaisir. Si vous êtes une auditrice régulière du podcast, vous savez même où les trouver. Je suis Julie et mon métier, c'est de traduire des livres. Ouais! Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que, vous l'avez entendu, on n'est pas 4, mais on est 5 autour du micro. On accueille Julie Mongelat, qui est traductrice professionnelle. Et on va aborder la question qui est parfois épineuse de la traduction de nos livres préférés. Merci beaucoup. Avec plaisir, Julie. Julie, tu as traduit en particulier le livre de Rachel Schneider qui s'appelle Metal Slinger, qui est le tome 1, si je dis pas de bêtises, d'une duologie. La version française est sortie le 15 janvier aux éditions de Saxus. Ouais, c'est ça. Il est quand même. Oui, en vrai, grosse fierté de mon côté, mais bon, j'essaye de pas trop prendre la grossette parce que d'ici avril prochain, j'ai pas d'autres contrats de traduction, donc on va rester modeste. Donc si un recruteur passe par là, je pense qu'il faut le dire. Alors attention, cet épisode spoil le livre Metal Slinger. Si vous comptiez le lire, on vous suggère de mettre cet épisode en pause et de revenir plus tard. Ou on peut dire pourquoi on a voulu faire cet épisode sur les traductions. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps c'est qu'on vrai. en parle. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on en parle parce que ça fait un moment qu'on lit toutes en anglais et je crois qu'à un moment donné, la question s'est posée de savoir pourquoi on avait du mal à lire en français des livres qui avaient été traduits. Je vais mettre un petit bémol là-dessus, c'est que moi je rappelle que j'ai lu toute la saga à Cotard en français. Hein. Et je rappelle que j'ai lu toute la saga de Throne of Glass en français. Avec le temps d'attente extrêmement long entre les tomes 5 et 6 et 6 et 7. Hein. Donc, si vrai. je puis me permettre, j'ai donné ma pierre. J'ai fait. Et après, c'est vrai qu'on fait super attention dans les livres qu'on chronique aussi, à essayer de faire au maximum des livres qui sont aussi traduits en français, parce que c'est beaucoup plus chouette pour les auditrices de se dire qu'on parle de bouquins qui sont accessibles, mais parfois c'est vrai que les délais sont complètement cinglés. C'est vrai que la question des délais, elle se pose. Et en vrai, il se passe tellement de choses en fait dans les coulisses d'une traduction que la qualité finale d'un texte, elle dépend de vraiment énormément de paramètres. Donc ça peut être le temps, ça peut être la manière dont on est payé aussi, parce que on va pas se mentir, certaines maisons d'édition rabaisse un petit peu quand même au niveau des coûts. Plein de choses. Il y a aussi l'impact de la correction. Il y a pour les délais très très serrés. Il y a aussi le fait que des fois la traductrice se retrouve avec un manuscrit pas fini et donc en fait parfois elle doit repartir sur le manuscrit. Enfin il y a des modifications qui sont ajoutées en cours de route. Ça peut donner lieu à pas mal de trucs. C'est pas la norme normalement quand l'éditeur achète le manuscrit. Il est censé être plus ou moins fini, mais ça arrive. Ouais, tout ça c'est super intéressant. C'était exactement pour ça qu'on voulait interviewer quelqu'un dont c'est le métier. Parce que même sans parler des problèmes d'IA, effectivement, il y a ces problèmes de délai, de budget qu'on voit dans tous les métiers et je pense que tout le monde peut transposer avec son propre métier en fait. Enfin, nous les Français, notre spécialité c'est quand même de râler et on râle beaucoup quand c'est pas bien. Donc nous on voulait donner la parole à quelqu'un dont c'est le métier pour avoir un peu tous les tenants, les aboutissants de comment on travaille en fait. Super, c'est clair qu'on a beaucoup de fantasmes en tant que lectrice sur comment se passe une traduction et les contrats, etc., qui sont pas forcément la réalité, comme disait Claire. Moi, il y a un truc qui m'a interpellée quand tu t'es présentée. Tu nous as dit tout de suite, ouais, c'est une vraiment grande fierté pour moi d'avoir traduit Metal Slinger. Est-ce qu'à la base, t'es toi-même une grosse lectrice de fantasy, de romantaisie, de romans? Enfin, c'est quoi ton univers de lectrice en fait, et pourquoi c'est ta grande fierté? Alors mon univers de lectrice, il s'est vraiment forgé dans mes années adolescentes, je pense, enfin fin de l'enfance, adolescence, et c'est une grosse plongée dans l'imaginaire. En fait, à dominante fantasy, je pense, mais en vrai, je pense qu'il y a aussi pas mal de science-fiction. Enfin,
j'ai poncé à la base Harry Potter, mais Tara Duncan, Eragon, La Passe Miroir, Percy Jackson, L'Assassin Royal. Enfin, bon, bref, pas mal de trucs comme ça, puis après des bouquins peut-être un peu plus niche ou moins connus. Mon objectif dans la vie, c'était pas d'être traductrice à la base. Je savais pas ce que pendant longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire du tout. J'ai fait un bac L, j'ai fait une classe prépa, mais la classe prépa, c'était vraiment pour gagner du temps. Genre, j'avais la possibilité de gratter quelques années encore, enfin, au moins 2 ans où je pouvais réfléchir. Donc, j'y suis allée. Et c'est seulement une prof, qui m'a posé des questions en me disant, mais comment tu imagines ta vie? De quelle matière tu pourrais pas te passer? Et je me suis rendu compte que, il y avait le français, il y avait l'anglais, il y avait l'espagnol. Bon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que ça donne quand même un nombre de métiers assez restreint. Donc, j'ai tenté les concours pour intégrer l'ESIT, une école de traduction en France, l'école supérieure des interprètes et des traducteurs en France, que j'ai eu. Donc, j'ai fait après ce master-là. Mais je pensais pas être traductrice littéraire parce que c'est un secteur qui est exceptionnellement bouché, où il y a vraiment en fait, j'ai abandonné avant même d'essayer. J'avais pu discuter avec une traductrice avant de finir mes études, traductrice littéraire bien installée. Elle m'avait expliqué que voilà, qu'il allait falloir s'accrocher, ce serait pas forcément bien payé. Et j'avoue que quand elle a parlé du mot discipline, je me suis rendu compte que j'en avais pas et que bon, ce serait un problème pour un métier d'indépendante. Donc j'ai fait autre chose en fait. À la sortie du master, j'ai traduit des trucs qui n'avaient rien à voir. C'était des normes dans le milieu du nucléaire civil. Rien à voir. Parce que ma formation, en fait, me prédisposait à traduire des textes plutôt techniques, plus que littéraires. Il y a des masters de traduction littéraire qui existent, et moi, j'en ai pas fait. Donc, c'est pour ça que j'allais plutôt vers de la traduction scientifique, technique, tout ce que vous voulez. Après une expérience professionnelle pas ouf, que je me suis rendu compte que il allait falloir que mes journées, en fait, ne soient pas longues et que je trouve du plaisir à ce que je fais. Et j'ai tenté. Vraiment, j'y suis allée au culot en croisant très fort les doigts et en prospectant des maisons d'édition en disant donnez-moi du travail, s'il vous plaît. Je sais bien que je suis une voix parmi les X traductrices et traducteurs que vous avez dans votre boîte mail, qui vous contactent chaque jour, qui vous envoient leurs propres bouquins à traduire, mais donnez-moi une chance. Et j'ai rencontré quelqu'un, une maison d'édition qui avait un besoin à ce moment-là, et il y a eu le facteur chance en fait. Bon, j'ai passé un test de traduction et là c'était pas un facteur chance, d'accord. Il faut faire le test de trad, il faut le réussir, tout ça. Mais donc grosse fierté parce que en fait c'est pas facile de devenir traducteur littéraire, c'est encore plus difficile d'en vivre. Et là même actuellement à l'heure où je vous parle, je sais pas trop encore si je vais réussir à en vivre parce que là ces derniers mois j'avais quand même le chômage pour m'aider. Parce que j'avais fait une rupture conventionnelle à la fin de mon précédent poste, je m'étais lancée en indépendante et bon, j'en ai profité pour essayer de me faire une petite trésorerie. Mais là, comme je vous disais tout à l'heure, d'ici quelques semaines, j'ai pas d'autre contrat, j'ai pas de travail après, donc je sais pas encore trop comment ça va se faire. Je peux pas dire que je pourrais en faire une activité pérenne. Ouais, ça reste un marché hyper difficile, avec beaucoup de gens qui ont envie de faire ça, beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui sont formés parce que la traduction littéraire, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui voudraient en faire. C'est quand même fun comme métier, mais très très peu d'élus. Tu penses que le fait que tu sois une lecture déjà de fantasy, de fantastique, ça a aidé dans cette trouvaille de la maison d'édition? Je pense que c'est possible, mais c'est essentiellement dû à la mode de la romantaisie. Je pense que sans la mode de la romantaisie, déjà, j'aurais pas forcément essayé et je suis pas sûre que ma prospection aurait donné quoi que ce soit. Les maisons d'édition, un peu toutes d'ailleurs, elles essayent de s'ouvrir à ce marché-là parce qu'il rapporte, tout simplement. Il a beaucoup de succès. Ça m'a donné une occasion. Tant mieux. Ouais. Oui. De toute façon, je me voyais pas forcément traduire d'autres choses. Je voulais traduire ce que j'aimais lire, donc... J'allais te demander si tu avais l'impression que la traduction littéraire en fantasy / romantaisie, c'était aussi bouché que le reste de la traduction littéraire, ou plus peut-être même, parce qu'il y a quand même eu, je sais pas à quel moment toi t'es arrivé exactement, si c'était au moment où il y a eu les très gros hits qui ont vraiment fait décoller ce genre-là. Je pense à Cotard, je pense à Force Wing évidemment. Comment toi tu vois le truc du côté de la traduction ? Alors à la base c'était savoir si c'était plus bouché en fantasy qu'ailleurs dans la littérature. Ouais. Je pense que ça allait un chouïa moins parce que il y a une espèce de... je pense que c'est pas forcément propre à la traduction, c'est propre à la littérature en général, mais une espèce de hiérarchie.
fait, il y a la grande littérature et puis il y a le reste, quoi. Et moi, il se trouve que je suis fan d'une partie du reste, qui est tout ce qui a trait à l'imaginaire. Je pense que c'est un peu moins bouché là, qu'il y a peut-être plus d'opportunités que pour la grande littérature, où là, les maisons d'édition font appel à des traducteurs chevronnés qui bossent avec eux depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans, enfin voilà. En général, une fois qu'un éditeur a un bon traducteur, il va pas le laisser partir et il va lui confier du travail plus ou moins régulièrement. Ce qui n'empêche pas les grands traducteurs d'avoir aussi des périodes de vache maigre, où ils sont obligés d'aller solliciter des collègues, d'autres maisons d'édition pour leur donner du travail. Mais c'est... Oui, alors par ailleurs, c'est vrai que là, on parle beaucoup aussi sous le prisme de l'anglais, et je pense qu'en effet, sur le marché de la traduction anglais-français, il y a du monde. Dès que tu es sur des langues un petit peu plus rares, j'imagine que c'est aussi un petit peu différent, quoi. Oui, c'est différent. En fait, c'est du point de vue de l'indépendant, c'est une logique économique qui est même différente, parce que donc depuis l'anglais vers le français, on sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes, donc on a peut-être plus de chances. Le problème, c'est que puisqu'il y a pas mal de gens qui sont formés avec cette combinaison linguistique-là, les prix forcément seront moins élevés. À l'inverse, quand on a une langue un peu plus rare, on va être mieux payé pour un contrat, mais il y aura moins de contrats disponibles. Oui, ouais, c'est un espèce de mélange entre ton marché, il est plus petit, ta compétence, elle est plus rare, donc c'est pas forcément... Bon, bref, c'est pas le moment forcément de choisir le tamouk comme langue 2, quoi. Oui, tout ce que je dis, pour les discussions qui vont nous concerner aujourd'hui, ça va être sur la traduction éditoriale et vraiment, donc de l'écrit. Je parle pas du tout d'interprétation, et vraiment dans le milieu de l'édition, parce que c'est très vaste en fait la traduction, donc je préfère un peu cibler. Oui, bien sûr. Oui, puis c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de toute façon, donc c'est très bien. Oui. Donc justement, tu nous expliquais, Julie, que tu étais donc déjà lectrice avant, en particulier donc de l'imaginaire, etc., ce qui est ce que tu as traduit le plus récemment, si j'ai bien compris. Ce passage à la traduction professionnelle, est-ce que ça a modifié ton rapport à la lecture? Si tu prends un peu de recul, ou est-ce que tu as réalisé qu'il y avait des choses qui avaient changé dans la façon dont tu abordais les livres que tu allais lire pour le plaisir? Oui, alors je lis moins pour le plaisir, un peu paradoxalement, mais c'est parce que je passe toute ma journée en fait à traduire, à écrire avec les mots, avec des phrases, des paragraphes, des chapitres, et en fait à la fin de la journée, je pense que je peux plus voir un texte en peinture, j'en peux plus. Donc il me faut d'autres stimuli visuels, auditifs, autre chose. Donc c'est un peu, je lis moins en quantité par rapport à avant où la lecture plaisir était véritablement un moment de plaisir. Là, quand j'ai l'énergie de lire, j'ai tendance à avoir toujours ce biais professionnel dans le sens où il faut que je m'inspire de ce que je lis. Donc je peux pas lire n'importe quoi. Et typiquement, là, ces derniers mois, je privilégie des lectures de textes écrits par des francophones natifs, en français directement, pour que moi, quand je traduis après, j'arrive à m'imprégner des tournures typiquement françaises, des formulations qui sont naturelles et idiomatiques, pour mieux traduire après. Donc il y a toujours ce biais du travail derrière. Ça fait un moment que j'ai pas lu un texte juste pour me dire allez, on va lire un texte, ça va faire du bien. Donc ça change ce prisme-là. Et aussi, j'ai pas été formée par exemple aux techniques narratives particulièrement, comment on raconte une histoire. J'ai beau avoir lu beaucoup de romans et avoir lu beaucoup d'histoires, d'un point de vue technique narratif, je sais pas comment on fait. Je suis autrice de mes traductions, mais j'ai pas écrit de romans. Donc ça me permet de voir un peu les mécaniques à l'œuvre. Donc, comment on enchaîne les scènes, pourquoi tel personnage parle à tel moment, pourquoi à tel moment de l'histoire on donne telle information. Donc c'est un peu indirect, disons. Quand je lis des livres maintenant, j'arrive à me dire c'était malin de dire ça à ce moment-là, parce que maintenant le lecteur peut se dire que tatati tatata. C'est très méta du coup, comme lecture. Ah ouais. Ça va me permettre de faire le lien avec une autre question que j'avais. Alors, tu disais plutôt lire des auteurs et des autrices francophones natifs. Et là, je comprends complètement pourquoi, parce que c'est comme s'immerger dans une langue, dans un pays spécifique, pour ensuite reproduire un accent. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Alors, j'ai énormément de mal à lire en français en ce moment pour des tas de raisons diverses et variées. C'est un de mes objectifs de lire plus d'œuvres qui font partie de la francophonie. J'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais justement, est-ce que il t'arrive encore de lire des choses qui sont traduites, ou est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que le fait de faire de la traduction, est-ce que t'es pas
toujours en train de chercher pas forcément l'erreur, mais te dire moi j'aurais pas traduit ça comme ça. Parce que personnellement, mais c'est vrai, mais quand je lis une traduction, alors uniquement des traductions, j'ai vraiment l'impression parfois de voir des tournures de phrases anglophones et du coup ça me sort du truc totalement. Et pour moi c'est une déformation professionnelle. Non, mais la question, elle tape trop juste pour que t'aies pas connu ce problème-là. C'est trop spécifique. Et la réponse est évidemment oui. Je suis pas étonnée. Ça m'arrive de lire des traductions, mais c'est vrai que il faut qu'elles soient bonnes. La déformation professionnelle fait que je peux trop facilement sortir de mon expérience de lecture si je me rends compte que derrière, il y a telle tournure qui a été calquée. Alors, s'il y a un participe présent c'est ma bête noire, les participes présents. S'il y a un participe présent qui a été calqué tel quel, tout de suite, je vais le regarder en mode Et bon, en général, il me faut pas beaucoup de motivation pour aller vérifier l'anglais, parce que je peux faire ça, faire de la traduction comparée en direct, c'est vraiment un truc de nerd. Et me dire, ben voilà, c'était effectivement un calque. Je l'avais vu venir, ça me déçoit. Je suis avec toi. Mais on est ensemble. Ouais. Voilà. On les reconnaît, j'avoue, on les reconnaît. En fait, il y a 2 grandes catégories de traducteurs. Il y a les sourciers et les ciblistes. Ça fait très magie, mais en fait non. Il y a les sourciers, ils vont plutôt avoir tendance à rester proches de la lettre de la langue d'origine, et les ciblistes, ils vont avoir tendance à privilégier vraiment l'adaptation au public cible. Donc une bonne traduction se situe un peu entre les deux, j'ai envie de dire, mais on va avoir naturellement tendance à pencher plus d'un côté ou pencher plus de l'autre. Moi, je sais que je suis à fond cibliste. Vraiment, il y a pas débat. Mes profs de traduction étaient souvent en train de me dire du calme, il n'y a peut-être pas besoin de retransformer toute la phrase, calmos. Quand je lis du coup des traductions de personnes de traducteurs, traductrices qui sont peut-être un petit peu plus sourciers, j'ai du mal. Mais quand c'est anglais, j'ai pas du tout ce biais-là pour d'autres langues. Les traductions depuis le japonais, ce que vous voulez, je connais pas la langue cible, donc j'ai pas cette déformation-là et je peux m'immerger dans l'histoire. Ça, c'est bon. Tu parlais d'auteurs francophones. Lesquels? Qui? Des recours? Vite! Et surtout, sont-ils des auteurs de fantasy aussi? Est-ce que c'est des auteurs de fantasy? Ouais. J'essaye de faire des auteurs de fantasy. Là, je suis repartie dans un marathon La Passe Miroir, parce que c'est un peu mon grand plaisir. J'adore La Passe Miroir, c'est trop bien. Mais sur ma pile à lire, il y a Le Peuple turquoise de Ange. Il y a Le Secret de J, une espèce de pavé énorme dont je me souviens pas du nom des auteurs par contre. Enfin, c'est des auteurs, enfin c'est pas très très connu en fait. La littérature fantasy francophone, elle a un public finalement assez restreint et encore plus, enfin vraiment niche. Autant la romantasy c'est démocratisé, autant la fantasy francophone pas trop. Ah mais c'est Aïcha, donc, voilà. Je l'ai lu mais il y a tellement longtemps. Et moi non. Il était très bien. Ah, merci. Ça me donne envie de le lire. Enfin, encore plus, du coup. Blandine, je le rappelle, est notre tout-terrain de la fantaisie. Elle peut tout lire, elle va tout lire. Oui. Voilà. Et surtout, j'ai lu de la fantaisie et du fantastique et de la science-fiction depuis que, je sais pas, j'ai 12 ou 13 ans. Et je crois que pendant les 15 premières années, j'ai lu exclusivement soit des auteurs francophones, soit de la traduction, de toute façon. Je ne lisais pas en anglais jusqu'avant il y a 4-5 ans. Oui, un peu pareil. J'ai lu en anglais quand j'ai su lire en anglais, mais bien. Pas juste se débrouiller avec être et avoir, quoi. Fallait un petit peu plus. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier bouquin que j'ai voulu lire en anglais, c'était le tome 1 de Game of Thrones. Oh, bon courage. Ouais. Ah oui, parce que j'ai pas mesuré la difficulté du truc. C'était par ignorance que j'y suis allée, d'accord, que j'ai sauté à pieds joints dedans. Parce que après, le deuxième que j'ai lu, c'était Harry Potter, genre le tome 1 en anglais. Et là, je me suis dit, mais c'est trop simple. Ce qui m'étonne, j'ai galéré. J'ai relu, je pense, 4 ou 5 fois la première page de Game of Thrones avec mon dictionnaire à côté parce que vraiment, je butais sur des mots. Le mot leather, le cuir, je savais pas ce que c'était. Mais du coup, je sais que je l'ai appris là, ce jour-là. Ouais. T'avais commencé à parler tout à l'heure des conditions dans lesquelles ça se fait. Alors moi, j'avoue que j'ai appris qu'on pouvait être amené à lire un manuscrit qui n'était pas terminé. Honnêtement, je ne pensais même pas que c'était possible. Je suis terrifiée à cette perspective, mais vraiment terrifiée. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe matériellement? Moi, par exemple, une des grandes questions que je me pose sur ça, c'est est-ce que
En tant que traducteur ou traductrice, la maison d'édition donne des indications. Est-ce qu'on a accès à l'auteur ou l'autrice du texte ou au contraire pas du tout? Est-ce que c'est hyper variable? En fait, en vrai, j'en sais rien. Comment ça se passe avec les parties prenantes? Alors, on peut avoir accès à l'auteur-autrice. Ça dépend de la maison d'édition et ça dépend comment dire? Ça dépend de la chaîne, disons, de communication, si elle est plus ou moins longue. C'est-à-dire que les maisons d'édition, en fait, elles sont pas en contact forcément direct avec les maisons d'édition étrangères. D'accord? Il peut y avoir des intermédiaires. Et en fait, c'est plus ou moins long. Et donc, si c'est pas trop long, on peut réussir à discuter avec l'auteur, avec l'autrice. Si c'est très long, ça devient un peu compliqué. Ce qui est chouette avec de la traduction contemporaine, c'est que les auteurs, ils sont vivants. Et que donc, a priori, on peut discuter avec eux. Donc moi, je l'ai pas encore fait. J'aurais voulu pour le tome 1, mais j'ai pas osé. J'étais vachement intimidée, en fait, à l'idée de poser mes questions de moldu, en fait, à l'autrice. Et je l'ai pas fait. Et ça, c'est un truc dont je pense que je changerais bien pour de futures collaborations. Mais oui, c'est totalement possible de discuter avec l'auteur, avec l'autrice. Une fois qu'il y a un contact établi, en fait, avec la maison d'édition, elle va nous envoyer alors, elle va nous donner déjà une estimation de la quantité du truc. Enfin, à quoi ça ressemble, à quel point c'est long, de quoi ça parle, tatata. Je conseille à toutes les futurs traducteurs, traductrices de demander le manuscrit avant d'accepter, voir ce qui se passe dedans. C'est important, c'est très très important, pour pas traduire des trucs qui sont un peu bizarres. Ensuite, on nous envoie le contrat, peut-être qu'on peut discuter ou non de certaines clauses du contrat, on le signe, et boum, le travail commence pour plusieurs mois. Ensuite, une fois qu'on l'a envoyé, pour poursuivre un petit peu, il y a un petit délai, le temps que la correction se fasse. Donc la correction, c'est une personne dont c'est le métier, en fait, en théorie. Ça dépend des maisons d'édition. Des fois, c'est des gens en interne qui le font, genre des assistantes d'édition ou même l'éditrice elle-même, qui en général passent de toute façon à la fin. Mais bon, bref. Donc il y a une correction qui se fait. On me renvoie le texte corrigé pour que je valide ou non les corrections qui ont été apportées. Je le renvoie. On fait la relecture des preuves, on vérifie que tout va bien, on me le renvoie une dernière fois, mais une fois qu'on on va l'envoyer à l'impression. En fait, c'est vraiment un système d'aller-retour. Normalement, il y en a qu'un ou deux, mais des fois, ça peut être plus long, ça dépend s'il y a des corrections ou pas à faire. Et ensuite, boum, il part à l'impression. C'est beaucoup de relecture. Si ça se fait bien, c'est beaucoup de relecture. Mais il y aura quand même des coquilles dedans. Ça, c'est tragique. Ouais, et si je peux me permettre, pour avoir travaillé en édition, mais du côté mise en page, il part en fait en mise en page, et après il y a encore une relecture normalement. Oui, c'est vrai. Oui, la relecture des preuves, c'est malgré ça, tout ça. Voilà, et malgré ça, il peut quand même y avoir des coquilles. Oui. Et ça rend fou. Moi, ce que j'aime, quand t'as travaillé sur un truc et que ça sort avec des coquilles, tu deviens zinzin. Mais... Franchement, t'as envie de te pendre. Ah ouais. Je trouve pas de meilleure expression. T'as bossé des mois sur un truc et là tu vois genre le S qui a disparu, qui peut-être a été là un jour mais qui finalement a vécu sa propre vie de S ailleurs et donc on voit la coquille en fait. Ça c'est un grand drame de ma vie. Mais du coup j'ai pas réussi à relire Metal Slinger de peur déjà de trouver des coquilles. J'avoue que ça me briserait le cœur et je pense que je préfère vivre dans l'ignorance pour ce coup-là. Et aussi parce que je me dirais, t'aurais pu dire ça comme ça. Non, plutôt de telle manière. C'est pas fou ce que t'as fait là. J'aurais dit autrement. Mais c'est toi qui as traduit. J'aurais dit autrement quand même. Bref. J'avais des profs qui disaient qu'une traduction n'était jamais finie et je comprends ce qu'ils veulent dire maintenant. Oui. Ouais. C'est clair. Je rebondis sur ce que tu disais, sur Metal Slinger. Moi, je me demandais quelle était réellement la marge de liberté que tu peux avoir sur tes traductions. Je sais que par exemple, sur les traductions des toponymes, parfois, c'est pas traduit du tout. Parfois, c'est traduit et du coup, quand nous, on lit la traduction française, on est là, hop, j'aurais pas du tout écrit ça comme ça. C'est très étrange. Ou les noms des personnages, voilà. Est-ce que ça c'est vraiment un choix du traducteur? Est-ce qu'il y a quand même des consignes de la maison d'édition? Moi, je me posais la question sur le titre de Metal Slinger. Il n'a pas été traduit en français, mais il y a a priori un sous-titre, le tisseur de métal. Est-ce que c'est un choix de toi? Est-ce que c'est un choix de la maison d'édition? Est-ce que tu peux discuter avec eux de tout ça? Voilà. Attends, puis même, je rebondis sur ta question, Blandine, avant que tu répondes, Bien Julie, sûr. mais jurisprudence, le trône de verre, que la maison d'édition avait traduit Kéléana en français,
Ouais, et qui se sont fait rattraper par le col il y a pas très longtemps par l'autrice elle-même qui a dit mais en fait maintenant vous allez me coller les mêmes couves que mes éditions américaines et vous allez me remettre les titres bien comme il faut s'il vous plaît quoi. Alors, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le titre et le contenu de l'histoire. Ok. Le titre, le traducteur, la traductrice n'a quasiment aucune prise dessus. C'est pas lui qui décide. C'est pas moi qui ai décidé Metal Slinger, en gros. C'est la maison d'édition et c'est vraiment sa prérogative. C'est elle qui va donner le titre qu'elle veut. Moi, par contre, je peux faire a priori à peu près ce que je veux à l'intérieur. Ça sera discuté. Si jamais j'ai des questions, je peux en parler à la maison d'édition en disant voilà, je bloque sur tel terme, je sais pas trop comment faire pour X, Y raison. Je peux leur demander leur avis, mais j'ai une liberté quasi totale. D'accord. Pour la traduction des personnages et des toponymes. C'est en fonction de la cohérence que j'aurais trouvée du coup dans l'histoire. Typiquement dans Metal Slinger, il y avait la Mélie par exemple. En anglais c'était Meili avec 2 E à la fin. Pour des raisons à la fois phonétiques et d'adaptation au public cible, donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai remplacé le I, enfin la sonorité I traduite par 2 E en anglais par un IE en français pour imiter une structure typiquement celle de l'Italie, qui a aussi influencé le genre que j'ai donné au royaume, qui est du coup féminin. Ça, pour le coup, la maison d'édition n'avait pas forcément quoi que ce soit à dire, parce que ça fait juste partie du processus traductif. D'accord. Et peut-être une autre traductrice aurait fait autrement, aurait jugé qu'il n'y avait pas forcément besoin de le changer, et que c'était très bien comme ça, et aurait argumenté sa solution aussi. Les deux sont possibles. Ah, du coup, ça doit être compliqué quand un traducteur décide de pas finir une saga ou ne peut pas finir une saga pour une raison X ou Y et que du coup, c'est un autre traducteur qui reprend derrière, parce que ça, c'est arrivé. Et ça doit être compliqué, et du coup, pour la cohérence de l'univers. En fait, la cohérence de l'univers, quand on fait bien les choses, elle est assurée par un document qu'on appelle la Bible, dans laquelle on note justement tous les termes du lexique propre à l'univers. Et dedans, on peut mettre vraiment des choses très très précises. Moi, par exemple, dans ma Bible que j'ai pour Metal Slinger, j'avais précisé tout mon cheminement en fait pour la traduction de tels termes. Enfin, Meili, par exemple, j'ai expliqué dedans. Je leur ai dit bah voilà, en anglais c'était Meili avec 2 E. Moi, j'ai mis Meili comme ça parce que phonétiquement patati patata. Et ça permet, si jamais il y a un changement de traducteur, de préserver la cohérence de l'univers. Mais c'est si on fait bien les choses, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours des bibles. C'est la merde quand il n'y a pas de bible. Mais bon, quand il y en a une, ça permet de conserver cette cohérence-là. Même si, encore une fois, dans le meilleur des mondes, on garde le même traducteur, la même traductrice, oui, bien sûr, pour la même saga. Parce que cohérence, du style aussi, ça compte. Ça compte. On ne peut pas prendre un auteur pour un autre et c'est pareil pour la traduction. On ne peut pas prendre un traducteur pour un autre. C'est pas possible. Du coup, toi, tu dois justifier avec ta Bible tes choix de traduction. C'est un peu ça, finalement. Ou moins justifier, pas justifier, mais expliquer. Est-ce que eux, ils t'ont justifié / expliqué pourquoi ils avaient décidé de pas traduire le titre, par exemple, et de mettre un sous-titre en français, etc. Ou vraiment, genre, tu l'as découvert Pour le titre, non. Par contre, pour la traduction du pouvoir de Brin, enfin Brin / Jovi, on va l'appeler Jovi parce que ça va me faire chier sinon. Pour le pouvoir de Jovi, typiquement, à la base, ils n'avaient pas accepté ma proposition de Claire Meneuse parce que ça rompait le parallèle de construction entre l'anglais et le français. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a Metal Slinger et Light Wielder, donc il y a un élément, disons, metal et ensuite light au début, et après, un nom. Donc, Slinger et Wielder. Donc, comme ils se doutaient que le tome 2, du coup, reprendrait la même structure, ils voulaient faire la même chose en français. Et donc, j'aimais beaucoup Claire Meneuse comme solution, je l'avais bien argumenté et tout, j'étais assez fière, donc ils ont failli mettre, je crois, porteuse de lumière ou... Enfin, il y avait d'autres solutions comme ça qui avaient traîné, et au final, c'est parce qu'ils ont gardé le titre en anglais qu'on a pu garder Claire Meneuse. D'accord. Si le titre en français avait été Tisseur de métal, le pouvoir de Jovi aurait été quelque chose comme porteuse de lumière ou un truc autre chose, pas Claire Meneuse. D'accord. C'est hyper intéressant. Et sur la Bible, tu dis que c'est dedans, il y a des explications, mais du coup, tu peux quand même être challengé sur certains choix que tu fais. Absolument. Oui. Et ça se passe avec qui dans ces cas-là? C'est avec un éditeur, une éditrice? Il y a une équipe éditoriale qui est plus vaste? C'est comme... Je pense que pour ce genre de choix, la personne qui a le dernier mot du côté de la maison d'édition, ça sera l'éditrice. Par contre, du côté de la traduction, la personne qui est censée avoir le dernier mot, c'est la traductrice. C'est mon texte.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quoi. Oui, tout à Merci fait. Peter Parker. Après, à nuancer encore une fois, parce que moi j'ai connu un cas de figure, mais je sais qu'il y a d'autres cas de figure dans d'autres maisons d'édition. Donc moi je parle de mon expérience qui, encore une fois, est même assez restreinte. Je veux dire, je suis pas traductrice littéraire depuis très longtemps. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, pour que ça se passe plutôt bien. Ça se passe en bonne intelligence. Il y a de la discussion, c'est pas parce que on n'est pas d'accord sur telle solution que il faut se battre, c'est plutôt ok, pourquoi vous êtes pas d'accord sur tel truc? Est-ce qu'on trouverait pas une solution, une autre solution? Est-ce que celle-là, si j'essaye d'argumenter un petit peu plus en vous expliquant pourquoi je pense qu'elle est bonne, est-ce qu'on peut pas finalement revenir dessus? Voilà, c'est une discussion permanente. Tu disais que tu avais potentiellement accès à l'auteur ou à l'autrice, chose que tu n'avais pas fait pour Metal Slinger par intimidation. Un peu, ouais. Mais Un non, peu. mais je trouve ça. En fait, je comprends totalement. Moi, j'oserais pas imaginer les gens qui doivent traduire Rebecca Kwong. Ils font comment? Tu dois lui envoyer un texto pour lui dire hé ma belle, comment tu. Non, pas. Alors, moi, je peux pas. Je rigole trop parce que la dernière fois, je la suis pas du tout sur Instagram, mais par le biais de quelqu'un qui la suit et que je suis tombée sur un post de Virginie Grimaldi et apparemment ses bouquins sont traduits en ce moment en italien. Et elle avait mis une capture d'écran d'un mail que son traducteur italien lui a envoyé pour lui poser une question sur un de ses bouquins. Et donc elle disait je reçois ça et genre elle a l'impression que c'est genre la gloire parce que ça y est, son traducteur elle est tellement son niveau de langage est tellement fort et tout que le traducteur il a besoin d'avoir des infos, etc. Donc vraiment elle le montre en disant elle se la pète, tu vois. En tout cas elle dans sa tête c'est comme ça que ça se passe. Et après elle montre le mail du traducteur. Elle dit bonjour madame, j'ai un problème avec l'expression trou de balle. Je l'ai vu ce truc. Elle est intraduisible car en italien elle n'a que le sens littéral, donc on perd tout le sel de l'anecdote qui suit. Celui de son père regardant Walker Texas Ranger. Oh putain. Merci J'ai de m'avoir essayé donné envie de lire Virginie Grimaldi. Je vais m'y atteler dessus. Oui. Et du coup, il dit, j'ai essayé de mettre une note avec les explications du cas, mais franchement, ça devient un truc un peu professoral, pas trop dans les cordes de votre écriture. Une autre solution pourrait être de ôter tout le paragraphe, mais ce serait dommage car il est très joli. C'est fou. Je non, vous mais envoie. je comprends tellement la galère. Mais ouais, tu m'étonnes. Est-ce que vous avez la moindre idée d'à quel point c'est dur de traduire les insultes? Absolument. Oui, je me doute. Mais moi, j'y crois, Absolument. d'accord, mais je me vois totalement être spécialiste de ça. Ah, mais de Les, fou. Mais les ça idiomes, serait- les insultes, enfin, ça doit être Ouais. absolument passionnant d'aller faire des recherches et de se dire, ok, j'ai une liste d'insultes qui viennent de ce livre que je dois traduire. Comment vais-je les traduire? Et de pouvoir inventer des trucs. Et de, Ouais. enfin, Mais j'étais tombée sur un article de recherche justement qui faisait un listing dans un livre en fait qui s'était intéressé à comment telle insulte avait été traduite parce que visiblement elle se répétait tout un tas de fois. Je crois que c'était les jurons religieux, comment ils avaient été traduits. Voilà, c'était très intéressant. J'avais bien aimé. Ça m'avait inspiré. Je suis prête à faire une thèse sur ce sujet. Parce que je pense que ça, c'est un sujet qui se prête à la thèse et vraiment, je suis prête à Non, faire mais une viens, thèse. Alors moi, mais- je pas jusque-là, mais je veux voir comment ils traduisent fuck waffle dans mon bride. Parce que ça devient quand même un peu un trait de sa personnalité, donc c'est un peu, tu vois. non, c'est dans Ils ont pas Mate. Oui, dans Mate, Non, mais je crois qu'il le il dit le déjà dit dans aussi dans Bride. Bride. hein. Ah, Ouais. pardon. Il le dit Je n'ai pas absolument noté. dans Bride. Je n'ai pas noté le nombre d'occurrences de fuck waffle Ben, dans beaucoup la dans duologie Mate. supérieure d'Ali Hazelwood. Voilà, ok. Je note. Alors Oui. que Claire et moi, à la 120e lecture environ, je pense qu'on peut même te donner la page. Mais combien de fois, ça nous, en lisant des passages, on se dit, waouh, mais comment ça va être chaud à traduire en bas, Mais fuck oui. waffle, par exemple. Oui, évidemment. Je pense que je me serais fendue d'un petit message à mes collègues traductrices en mode à l'aide, Ah ouais. Oui, c'est ça, genre, comment je fais ça? à la recherche d'inspiration. Mais j'allais te demander s'il y avait une mafia secrète des traductrices où vous êtes là, genre, Évidemment. on fait quoi sur ça? Oui, Vous avez, est-ce bah, que en vous fait, avez des avec- groupes chat d'urgence? Ouais, avec Urgence les traduction. alors, il y a déjà il y a nos collègues de formation en général. Moi, j'ai la chance d'avoir des camarades de promo qui sont aussi traductrices littéraires. Donc, en général, c'est avec elles que je teste mes solutions ou que je leur pose des questions. Vraiment, quand je suis au bout du bout, que j'ai tout essayé pour traduire un truc et j'y arrive pas, je leur envoie un petit message en mode
j'ai telle situation, voici tous les problèmes que ça me pose, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Le simple fait de poser, des fois, le problème fait que j'ai un déclic. Quand je parle pas avec elle, j'ai un autre cercle un peu plus grand de traductrices littéraires avec qui je peux discuter. Et on s'envoie régulièrement aussi quand c'est des passages vraiment où typiquement il y a des phoques ou des jeux de mots comme ça, où vraiment on sait pas comment les rendre et qu'on a aucune inspi, et qu'on est pressé par le temps, parce que voilà. Oui. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais vu passer quand... Oh, quel était ce livre que j'ai pourtant lu et dont je ne me souviens pas? Je crois que c'était une romance. Et quand il est sorti en français, une des premières choses qui a été remarquée par les lecteurs et lectrices, c'est qu'ils avaient traduit le surnom Wifey. Donc c'était un des potes du protagoniste masculin qui parlait de la protagoniste féminine. C'était semi... Enfin, c'est vraiment genre, ça y est, vous êtes mariés, quoi. Enfin, il y avait vraiment cet aspect-là. Et ça avait été traduit en français. Par Bobonne. Et là, je l'ai vu aussi. Je vais pas m'en remettre, en fait, parce que Wifey, il y a un petit côté sexy quand même et tout. Et là, je tape Bobonne. Et puis affectueux. Bobonne, c'est horrible. Et en même temps, je me dis, je vous dis le mot en anglais, je comprends ce qu'il veut dire, je suis incapable de le traduire. Et parce qu'il n'y a pas de traduction littérale exacte. Voilà. Donc il faut passer par autre chose. C'est ça. Et jurisprudence mate, le truc qui a été, le trope qui a été utilisé, surutilisé, machin, dans la fantasy, intraduisible. Enfin, je suis vraiment désolée. Ça c'est horrible. Ouais. Ça c'est horrible. J'ai déjà fait des relectures de romans, pour le coup, pas de la trad, mais des relectures de romans. Chaque fois que je vois ce mot, mais je me pends, enfin, il est horrible à traduire. Les âmes sœurs, les âmes jumelles, les je sais pas quoi, ils ont tout essayé, mais il y a jamais rien qui marche vraiment correctement pour le traduire. Oui. Mais moi, je plains vraiment les gens qui ont dû traduire ça juste made tout seul. Je trouve ça chaud patate. Déjà, est-ce que c'est des dragons ou des juvins? C'est pas pareil. Faisons le point. Mais... Déjà, True Match dans Metal Slinger, chaud, hein. Ça Match, fait tellement Tinder en plus, quoi. Ah, c'était Match. Ouais. Moi, j'ai lu que ta traduction. J'ai pas lu la VO. Je n'ai lu que ta trad. Et c'était super marrant pour moi d'entrer dans le bouquin comme ça. Et ça m'a fait trop plaisir de le lire en sachant qu'on allait se parler après, tu vois. Et du coup, je n'ai pas posé la question de d'où venait l'expression. Alors, je me souviens plus comment tu l'as traduit très exactement parce que je l'ai lu il y a un peu maintenant. Alors, pour parler de la personne, c'était soit compagnon, soit compagne. C'est ça. Avec une majuscule. Oui. Parce que ça devenait un concept de l'histoire. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant, l'utilisation de la majuscule pour donner... Parce que compagne ou compagnon, comme ça, en nom commun, c'est vrai qu'il y a peut-être moins la force que ça peut avoir derrière dans le concept. Oui. Alors que dès que tu mets une majuscule, bam, c'est magique. Ouais. Oui, alors les anglo-saxons, ils y ont beaucoup recours en général, les anglo-saxons. C'est moins fréquent dans le milieu francophone, mais là, j'avais pas trop le choix en fait, parce que sinon, on n'allait pas trop comprendre. Le fait que ça soit moins fréquent, je trouve que aussi ça a un impact plus fort, peut-être si on le voit moins. Moi, ça me choque pas, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant et j'ai l'impression en tout cas que c'est une bonne solution. Ouais, carrément. En tout cas, ça fait partie de... Merci. Ça fait partie de celles qui sont à notre disposition dans la fantasy. On a ce pouvoir-là de créer des termes, des concepts propres à une histoire. Et des fois, on n'est pas obligé en fait de mettre une majuscule. Dans une relecture, justement, alors je sais plus quel bouquin c'était, le personnage principal, il s'était fait mettre en anglais, c'était des cuffs. Et c'était vraiment genre des espèces de bracelets, en fait, au poignet. Et ils étaient en cuivre, je crois. Et en fait, ça absorbait tous ses pouvoirs. Et c'était des espèces de menottes. Donc en fait, dans le sens de cuff, vraiment, c'était... Enfin, ça venait littéralement de handcuffs. Ils utilisaient le mot cuffs, handcuffs, etc. en anglais. Et la traductrice, à la base, elle avait mis entrave. Et je m'étais dit, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'est ça, mais que c'était tellement visuel en anglais. On avait vraiment l'image mentale de ces trucs-là. Elle avait aussi utilisé menottes. Et alors là, pour moi, c'était pas possible, menottes, parce qu'on avait trop l'image des points liés, alors que c'est pas vrai. Elle pouvait bouger avec ses cuffs. Enfin, c'était vraiment genre comme des bracelets chiants. Et du coup, j'avais proposé qu'on qu'on utilise cuivre. En fait, qu'on dise, voilà, on lui a mis les cuivres sur le modèle on lui a mis les fers. Les fers. Et que ça puisse créer comme ça, en fait, quand on parlait des cuivres dans l'histoire, on parlait précisément
de ces trucs-là. Et donc, on créait un concept, en fait, qui était... Donc, c'était un mécanisme un petit peu différent par rapport à l'anglais, mais je trouvais que dans la fantasy, ça pouvait vraiment bien marcher, plutôt que de passer par une abstraction, genre les entraves, alors qu'en anglais, c'était vraiment très visuel, encore une fois. Je me disais que les cuivres, ça pouvait marcher. Et la traductrice avait accepté. Normalement, on fait pas ça en relecture. Hein. Juste, je sais pas, je m'étais sentie pousser des ailes. Mais Bah non, mais c'est une super idée, je trouve. Clairement, si elle l'a accepté, c'est qu'elle. Enfin, j'imagine que quand tu traduis un texte, qu'on touche à l'intégrité de ton travail, ça doit pas forcément être facile. Et du coup, quelqu'un qui accepte, ça veut dire que clairement, ça a eu un effet dans un sens comme dans l'autre. En plus, j'imagine. Hein. On peut aussi accepter des corrections, j'imagine, où tu dis ah bah oui, là j'ai peut-être raté un truc. Et effectivement, c'est mieux. Tu parlais des relectures, des corrections, etc. Comment ça se gère tout ça? Est-ce que tu as affaire à plusieurs personnes différentes suivant les étapes ou Alors jusqu'ici, j'ai quand même eu affaire... Enfin, j'ai pas eu affaire directement aux personnes qui m'avaient corrigé, comme ma correctrice. J'ai pas discuté directement avec elle. Mais je pense que c'est voulu, parce que c'est vrai que pour avoir fait les deux, avoir été et relectrice et traductrice, ah bah la traduction c'est ton bébé quoi. Tu t'as passé des mois dessus, tu l'as bossé, t'as envie que la correction ça se passe bien. Il y a des corrections que tu prends plus ou moins bien. C'est fréquent qu'une correction par exemple elle rajoute des petites coquilles, parce que bah encore une fois la traductrice peut être pressée par le temps, mais c'est la même chose du côté de la correction. On peut aussi avoir des délais un peu serrés. Donc c'est fréquent qu'il y ait des petites coquilles qui se rajoutent, et puis même de toute façon c'est humain. Mais ce qu'on veut pas, c'est une correction qui trahit le sens de l'anglais. Donc ce qu'on veut, c'est avoir dans l'idéal une correctrice qui connaît la langue source, parce que comme ça elle compare en fait. Elle fait pas une relecture du texte fini, parce que ça c'est des coups à rajouter des contresens. Si elle a pas la version originale, elle peut se dire ok mais c'est pas très fluide comme ça, je vais faire hop là un petit coup de baguette magique et ça se lit de manière beaucoup plus fluide. Bah peut-être que si c'est pas fluide là, c'est parce que dans l'anglais c'est pas fluide. Et moi mon job quelque part c'est pas d'améliorer le texte. Enfin, encore une fois, ça serait sujet à débat. On pourrait faire un podcast entier sur qu'est-ce qu'une traduction fidèle. Dans l'idéal, on a une correctrice qui sait faire les deux, et ce qu'on veut surtout pas, c'est une correctrice qui rajoute des fautes. Dans tous les cas, il faut être diplomate. Tu as parlé plusieurs fois de la contrainte de temps. J'imagine que comme en ce moment, il y a clairement, on t'en parlait tout à l'heure, une mode de la fantasy, romantasy, tout ça. Les maisons d'édition, quand elles topent un texte qui a un peu trendé, etc., elles ont souvent envie de le sortir rapidement. Je me suis demandé en combien de temps tu avais sorti la trad de Metal Slinger. Et à quel point tu t'étais sentie sous pression. Ah ouais, 3 mois quand même. Ouais. 3 mois. C'est un petit délai pour un texte comme ça? Ça dépend à qui on demande, on traduit pas tous à la même vitesse. Dans mon cas, c'était un peu short, mais parce que c'était ma première trad, et qu'il y avait aussi l'aspect tome 1, univers à poser, et donc toute une réflexion sur le world building qui prend beaucoup plus de temps pour un début de saga que pour la suite. Parce qu'en fait, il faut réfléchir à tout. Dire, ok, comment l'univers imaginé par une autrice qui a pas forcément les mêmes références communes que mon public cible, comment je dois la rendre de façon fidèle, le plus possible en tout cas, et compréhensible. Comment je vais produire le même effet auprès de mon public. Ça demande du temps. Au début de l'histoire, à Alaa, qui est à mon sens l'endroit le mieux construit de tout le tome 1, le mot la gazelle par exemple, à la base en anglais c'était shield, et shield, mais c'était un mot archi niche, enfin même Google il a eu du mal à le trouver quoi. Et en fait c'était une espèce de cabane de berger écossais qui était construite sur les trajets de transhumance, un peu en hauteur pour éviter les inondations, et enfin c'était des abris très rustiques, donc encore une fois cohérents avec Alaa parce qu'ils vivaient avec pas grand chose, et qui étaient censés être temporaires, et encore une fois ça faisait du sens par rapport à l'exil de la population jusqu'à Alaa, qui du coup ils espéraient que ce soit temporaire. Enfin bref, moi je propose cottage. J'ai cherché du côté cottage, je me disais non mais il y a forcément quelque chose à faire. Non, c'est pas une solution, bah tant pis on va chercher autre chose. Et trouver la solution prend autant de temps que trouver le mot source, la signification du mot source d'ailleurs. Kazel, c'est pareil, je me suis retrouvée sur des sites, internet est fabuleux, je me suis retrouvée sur des sites qui faisaient la liste de tous les termes régionaux du sud-ouest pour parler justement des cabanes de bergers. Et j'ai choisi, par chauvinisme, celle du Lot, qui était donc Kazel. Déjà parce que c'était joli et parce que j'ai vécu près du Lot-et-Garonne. Est-ce que tu t'es fait d'autres petits cadeaux comme ça dans la trad? Oui, alors un des grands plaisirs des traducteurs et traductrices, c'est de faire des private jokes dans leur trad.
Il y a personne qui sait à part eux, mais ça fait beaucoup rire. À un moment dans Metaslinger, je sais plus exactement où, il y a le mot compétence interculturelle qui apparaît. Et c'est pas un hasard, c'est parce que j'avais un cours de compétences interculturelles quand j'étais en master et que c'était sujet de beaucoup de discussions et de plaisanteries avec les camarades de promo. Et comme le contexte s'y prêtait parfaitement, vraiment, enfin, je veux dire, on perdait pas de sens par rapport à l'anglais, bah, hop là. Et dans ma dernière trad, j'ai glissé aussi un quelle indignité. Ça aussi. Ah, mais quel plaisir. Ah, mais tu me fais tellement plaisir. Un petit rang l'argent derrière et on est bon. C'est Ah, voilà. grave. Pareil, encore une fois, il faut pas que ce soit au détriment de la VO parce que c'est pas le but. Mais quand on peut faire un petit clin d'œil à la culture cible comme ça, on en profite. Ah bah ouais. Parce que pareil, enfin dans ma dernière trad, il y a un moment, je pouvais juste tout simplement pas traduire la référence parce qu'elle tombait complètement à l'eau en français. C'était, je crois, que c'était un t-shirt sur lequel était floqué 100% that Grinch en référence à une chanson de Lizzo, je crois, qui disait 100% that bitch. Donc du coup, avec le Grinch, qui est un gros personnage quand même dans la culture anglo-saxonne lié à Noël, ça marchait en fait pour les lecteurs anglophones, mais on n'allait pas du tout comprendre en français. Donc là, il fallait complètement adapter, il fallait faire complètement autre chose parce que de toute façon, ça marchait pas quoi. Fallait que ce soit court, fallait que ce soit incisif et que ça soit marrant pour le public cible. Moi, je crois que j'ai sorti Grinch AOP. Qui n'a rien à voir, hein. On est parti sur une ambiance fromage, mais encore une fois, j'ai trop de contraintes, quoi. Faut que ce soit court, faut que ce soit marrant et que ça parle à tout le monde. Bah ouais, c'est trop bien. Trop bien trouvé. Toi, t'es prête à traduire du Hazelwood, je pense. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que Hazelwood, à chaque fois que je le lis en VO, c'est vraiment l'autrice, elle fait tellement de vannes et de références Ouais. à toutes les deux lignes que je pense que c'est à la fois jubilatoire et infernal. C'est les deux. C'est ce que je préfère. C'est vraiment une relation d'amour-haine, mais avec un petit peu plus d'amour quand même. Je sais que je vais passer. Toxique. Je sais que je vais passer un temps fou sur tel truc et en même temps c'est ça le challenge, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que le world building me plaît autant dans la trad et je pense que c'est ce que je préfère, c'est traduire le world building parce qu'il y a plein de recherches à faire, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité qui sont requises et ça c'est ma cam. J'ai une mauvaise nouvelle. J'étais en train de faire des recherches pendant que vous discutiez. Comme vous avez dit que Fuck Waffle apparaissait dans Bride, je suis allée chercher. Voilà. Et on grosse traduit pas. déception, connard. Oh mais non. Oh. Alors que Claire me suggérait, on me disait, imagine ils traduisent Fuck Waffle par moule à gaufre. Bah oui. Et là, en fait, génial. mais oui, et ça, toutes les insultes de Cohen ensuite dans Mate, on ne prend que des variations de Capitaine Haddock et c'était bien sûr. Bien sûr. Chibouzou, Mais bien sûr. moule à gaufre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est un choix traductif, donc c'est un choix que le traducteur va faire, et que, enfin, on peut critiquer. C'est-à-dire que le traducteur, il va défendre en fait ses choix. Et ça pourrait être, si c'était quelqu'un d'autre, ça serait un autre choix, ça serait une autre décision, et on aurait une œuvre complètement différente. Mais ça dépend du traducteur. Il peut défendre son choix comme on peut le critiquer, les deux sont possibles. C'est quand même une position pas facile aussi, ce truc de dire que ton travail, vraiment littéralement, les premières personnes venues peuvent aussi ne pas être d'accord avec ton choix. Après, c'est pas les premières personnes venues. C'est-à-dire que si c'est Jean Gérard du 73 qui est pas content de ma trad, si tu veux, je vais pas forcément accorder beaucoup d'importance à son opinion parce que quelque part, Jean Gérard, c'est qui? Par contre, la critique que je vais accepter, c'est des gens qui ont cette légitimité-là. Ça va être mes collègues, par exemple. Mais on a besoin en fait de critiques de nos collègues. On a besoin parce qu'on peut pas progresser si on n'a pas des retours un peu peut-être qui font mal, mais qui sont nécessaires. C'est pas pour rien qu'il y a une correction. On n'est pas infaillible du tout. Oui, je pense le retour de l'éditrice qui est un peu la deuxième personne avec toi du côté vraiment de la fabrication du livre à aussi bien connaître l'œuvre en fait. À part l'auteur. Et même des lecteurs et des lectrices aussi. À apprendre avec des pincettes parce que, encore une fois, c'est être lecteur et être traducteur, c'est quand même deux expériences assez différentes. Mais ça reste important de voir quels sont les retours là-dessus. Typiquement, j'ai lu un commentaire de, je sais plus, c'était sur Purée de poil. Le juron de Jovi dedans. Ouais. Et, parce qu'en anglais, c'était Dang Rabbits. Donc ça s'inspirait de Dang It, qui est donc une version un peu polie de dire Damn it. Enfin polie, un peu mignonne quoi. Un peu comme on dirait mercredi au lieu de merde quoi. Pas blasphématoire surtout. Oui. Exactement, pas blasphématoire. Et donc dedans il y avait le mot rabbit. Et en fait comme c'était mignon en anglais, fallait que ce soit mignon en français. Et je me suis dit ah là là, s'il y a des lapins
au final dans le tome 2. Et comme il y avait des lapins aussi dans le tome 1, je me suis dit, ça se trouve, Dang Rabbits, les lapins sont importants. Donc j'avais gardé l'élément poil, genre purée de poil, en me disant, si jamais on retrouve des lapins plus tard dans l'histoire, bah, le juron aura quand même du sens. Et il y avait un commentaire justement qui se plaignait de ce truc-là, en disant... oui, mais c'est très gamin, purée de poil, c'est vraiment c'est pour les enfants quoi. Et en fait, c'était le but. Donc ce genre de commentaire, en fait ça a l'air négatif puisque la personne se plaint que ça ait l'air un peu gamin, mais ça validait mon choix. Donc bah, ce genre de critique en fait, je prends. Oui, sachant qu'on peut de toute façon pas plaire à tout le monde. On pourra toujours critiquer tous les choix, je pense. J'avais une prof de traduction qui disait convainquez-moi que votre solution, elle tient la route. Enfin, tu prends un parti, tu l'assumes, quoi. Et tu déroules. Il y a des mauvaises traductions, mais il y a plusieurs bonnes traductions. Une de nos dernières questions sur Metal Slinger. Maintenant que tu es en train de traduire le tome 2, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Je pense pas, dans le sens où j'ai vraiment fait le max que je pouvais avec ce que j'avais. Je pense que si j'avais eu j'aurais fait plus de recherches sur les toponymes, les noms. J'aurais essayé de voir s'il y avait une cohérence un peu plus poussée. Parce qu'il y a certains passages où j'ai pas réussi à avoir de la cohérence dans le choix des noms, dans le choix des toponymes. Et dans ces cas-là, j'ai pas forcément touché. Typiquement, le personnage de départ là, qui râle, Rajrak en français, lui... Je me suis permis de localiser le nom parce que en anglais c'était évident qu'il y avait un truc de caractère qui apparaissait dans son nom. Il s'appelait Gramble et c'est très proche de mots comme grumble. Donc c'est vraiment on voit quand on entend Grumble en anglais, on se dit que c'est quelqu'un de pas commode. Et ça me paraissait cohérent d'essayer de le localiser parce qu'il y avait une intention qui était évidente. Par contre, les noms de pays genre le Roison, le Strou, là j'avoue j'ai pas trop su d'où ça venait, d'où ça sortait et j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé de concluant. Peut-être que si j'avais eu plus de temps et que j'avais discuté avec l'autrice, j'aurais pu voir exactement ce qu'il y avait derrière. Mais ça n'a pas été le cas. Et est-ce que dans le tome 2, il y a des choses qui te mettent en difficulté par rapport au parti pris, justement, que tu avais dans le 1, ou jusque-là, tout va bien ? Parce que moi, c'est des questions que je me suis vachement posées sur Harry Potter, où il y a parfois des jeux de mots ou des trucs comme ça. Je me suis dit, mais waouh, comment... Tu sais, surtout quand tu traduis au fur et à mesure... Tu vois, Harry Potter, c'était différent avec Harry Potter parce que J.K. Rowling, elle a des notions de français et vraiment, elle a peut-être plus que des notions de français, ce qui fait qu'elle a participé directement à l'élaboration de la version française. Donc c'est un peu différent. Mais là, oui, là, il y a eu un passage, c'est pas très grave, juste ça fait chier. C'est l'appréciation des couleurs. Un mot burgundy dans le tome 1 que moi j'ai vu comme rouge bordeaux. Ok. Sauf que burgundy, c'est techniquement Bordeaux. Mais ça peut aussi être compris comme, genre, violet. Et en fait, j'ai découvert dans le tome 2 que, contrairement à moi, l'autrice voyait cette couleur comme violet et pas comme rouge. Les couleurs, de toute façon, même sans traduction, c'est une perception tellement personnelle. C'est une perception. Si tu rajoutes une couche de langue étrangère par-dessus, c'est évident qu'il va y avoir des difficultés. Et là, oui, c'est minime. Surtout qu'à ce moment-là, c'était une évidence pour moi. Burgundy, enfin, c'était pour moi, c'était vraiment, c'était rouge bordeaux. Très vilaine, mais c'est mon sport préféré en fantasy. Comment le Burgundy peut exister dans un monde dans lequel la Bourgogne n'existe pas? Enfin, je vous pose la question. Mais ça, justement, ça c'est une réflexion que j'ai eue dans Metal Slinger et sur laquelle, j'ai passé pas mal de temps parce que je me suis rendu compte qu'elle utilisait la langue reste héritière d'une histoire qu'on maîtrise pas et dont on n'a pas forcément conscience au moment où on emploie le mot. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez évidents. Si tu les vois dans un texte, tu vas tiquer et tu vas faire, bah non. Bah ouais. Et donc, des fois, il y a des fois où justement j'essaye d'atténuer un peu ce truc-là. Parce que typiquement pour les distances, genre foot, dans une histoire de fantasy, genre il était à 5 feet de moi par exemple, ça passe bien en fait, parce que ils sont toujours en feet là-bas. Sauf que nous, entre-temps, on a les mètres. Ça a l'air bête comme ça, mais quand je peux, et c'est pas toujours le cas, je peux pas toujours le faire, mais quand je peux, j'essaye de parler, il était à quelques pas de moi. Quelques trucs comme ça, parce que ça c'est subtil, mais je pense que c'est ce genre d'éléments qui peuvent faire la différence entre le lecteur arrive à s'immerger totalement dans l'histoire et peut-être que ça peut le faire sortir si c'est pas le cas. Et enfin, dernière remarque, dans Metal Slinger, il y avait justement cette alternance entre des mots et un registre qui des fois se voulait extrêmement savant et une oralité dans la manière de parler dans les dialogues. Ouais. C'était des tournures qui étaient très TikTok, Instagram, enfin... Et ça, je l'ai gardé. T'as pas forcément Instagram, TikTok, mais en tout cas qui étaient issus de la culture Internet. Genre Yaimi, par exemple.
Ça, c'est très contemporain. C'est vraiment Oui, archi c'est contemporain. c'est pour le coup. jeune, enfin c'est Gen Ouais. Z plus, enfin voilà. Et on voit que du coup l'autrice elle s'adresse quand même à un certain public. C'est-à-dire que ça c'est un élément de l'écriture et moi je peux pas L'enlever. je peux pas l'enlever. Je suis trop contente parce que du coup tu me fais un boulevard sur ma question suivante. Enfin moi ma question ça porte beaucoup sur le vouvoiement. Donc le français utilise le vouvoiement, l'anglais non. Comment on choisit si les personnages ils utilisent plutôt l'un ou l'autre du coup en français? Et souvent dans les bouquins de fantasy et notamment quand il y a une notion de romantaisie, de romance, et notamment sur le enemies to lover par exemple, où les deux au début ils sont ennemis, ils s'aiment pas, etc. Donc on est plus sur du vouvoiement parce qu'ils se connaissent pas, parce que voilà. Et puis à un moment donné il y a un glissement vers le tutoiement, mais ça dans la version originale ça n'existe pas, c'est you à chaque fois. Il y a pas un moment, il y a pas de scène où à un moment donné les deux personnages se regardent en disant bon maintenant on se dit tu. Ma question c'est voilà, comment on fait le vouvoiement, pas le vouvoiement, comment on gère ça en fait. C'est c'est un grand sujet parmi les traductrices parce qu'on se pose, c'est une question qu'on est obligé de se poser. Il va y avoir un moment où il y aura du vouvoiement au tutoiement. Il faut se poser la question de quand est-ce que ça va arriver. Mais, comme toute bonne traductrice que je suis, ça dépend du contexte. Ça va dépendre de tellement de paramètres. Et je pense qu'on peut les résumer en disant que ça dépend du contexte social dans le livre, très important, et la psyché du personnage. Pour donner des exemples concrets, dans Metal Slinger, je sais pas si vous vous souvenez du passage où Jovi s'est pris une flèche, on vient de la sauver et du coup elle est dans une espèce de petite maison perdue dans la forêt avec Hacker et la famille en fait qui juste la sortie du pétrin. Donc il y a la maman qui s'appelle Fia, il y a le papa qui s'appelle Jürgen et il y a le fils qui s'appelle Sven. Et pour ces trois-là, il a fallu que je me demande quel était le régime tutoiement-vouvoiement. Et ça, il a fallu que je le déduise en fonction de Jovi, comment elle s'adresse, quel est son rapport à des étrangers et à des potentielles figures d'autorité. Parce que elle, au début de l'histoire, en tout cas dans le premier tome, elle est relativement respectueuse de l'ordre établi d'une manière générale. Donc, quelqu'un de plus âgé qu'elle, ça semble bizarre qu'elle le tutoie. Mais du côté de Jürgen et de Fia, donc les parents, eux, par contre, ils se retrouvent face à une jeune adulte, une très jeune adulte, et qui en plus est un peu larguée quand même. On va pas se mentir, elle arrive sur le continent, elle connaît personne, elle connaît rien du tout. Mais c'est une claire-meneuse. Donc elle a un pouvoir absolument pas vu depuis très longtemps. Et la dernière qu'il a eue, elle était un peu vénère. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils la tutoient parce qu'elle est jeune? Est-ce qu'ils la vouvoient parce ils se disent que elle est quand même très puissante et c'est potentiellement une héritière qui va avoir de l'importance dans leur histoire future. J'ai fait des choix différents pour tous les personnages. Fia, la maman, elle va la tutoyer parce qu'elle l'a sauvée et que donc il y avait cette idée de figure maternelle. Tout était très stéréotypé et genré en fait. Il y a une hiérarchie. Oui. C'est ce que tu dis, elle l'a sauvée, donc il y a la figure maternelle, donc hop, déjà ça répond à ta question. Mais effectivement, avec le mari, le rapport n'est pas le même. Le rapport est pas le même. Il y avait une forme de déférence qu'il montrait dans son langage, dans sa façon de s'exprimer, qui pour moi rendait impossible le tutoiement. Surtout que lui c'est un homme, elle c'est une femme. À mon avis, pour montrer le respect, ça me semblait impensable qu'il tutoie. Il y a une distance, quoi. Voilà, il y a une distance. Pour moi, le fait qu'il y ait deux sexes différents, rien que ça joue. Et Sven, leur fils, il portait aucun respect ni à Jovi ni à Hacker, il les détestait. Donc il allait pas les vouvoyer. Donc pour ces trois personnages, en fait, les interactions vouvoiement-tutoiement, elles étaient à penser en fonction de qui sont les personnages, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui leur est arrivé ensemble, qu'est-ce qui les unit. Moi, je trouve ça vachement plus logique que quand dans les films en VF, le couple principal se tutoie après le sexe. Alors que la meuf, elle a même pas enlevé son soutif. Donc, c'est vraiment ça. Non, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est réfléchi. Et c'est aussi pour ça que la Bible, c'est très utile. C'est parce que tu peux aussi noter le régime de vouvoiement et de tutoiement entre les personnages. Qui tutoie qui vouvoie qui? Parce qu'au bout d'un moment, il y a trop de monde, on se souvient plus. Ça te donne envie d'être une petite souris quand tu te fais ces réflexions-là et quand tu essayes de chercher ce truc-là, juste pour savoir ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et puis peut-être t'aider. Là où t'as envie d'être une petite souris, c'est quand j'essaye de mimer les actions. Là, c'est drôle. On l'a tous fait.
Alors, on l'a tous fait. On a Des des dessins souvenirs. ont été faits. Des dessins avec dessins. des bonhommes bâtons. Et il y a même eu un mime dans le salon de tatouage à Metz parce que Oriane, pour nous amuser, ou en tout cas nous faire passer le temps, avait décidé de nous lire le premier chapitre de The Witcher. Et donc la scène, on s'est toutes regardées en mode qu'est-ce qu'ils essayent de faire exactement les deux protagonistes là. Et donc du coup on s'est retrouvés sur un banc à essayer de mimer comment la fille était foutue par rapport à lui. Enfin bon, du coup on a eu Oriane à 4 pattes au-dessus de Blandine avec ses cheveux dans la figure de Blandine. Comme ça. Voilà. Et elle me disait imagine que j'ai des grosses. Ah oui, parce que ses seins ils devaient la toucher. On garde ça au montage, je sais pas. On l'a déjà raconté en plus. Oui. Oui, mais c'était plus elliptique. C'était ouais. Mais non, mais comme quoi, même pour une question aussi basique entre guillemets que le vouvoiement, enfin rien n'est basique en fait. Non. Tout est sujet à question. Oui. Tout. Moi, je me demandais quel genre de scène tu préfères traduire et, à contrario, lesquelles t'ennuient le plus ou te donnent le plus de difficultés. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de scène que j'aime bien traduire, enfin, de type de scène en particulier. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment le world building, c'est vraiment mon dada. Je dirais que ce qui est le plus drôle, c'est l'humour, et notamment l'humour dans les dialogues. Ça, c'est assez fun à faire. Parce que on s'imagine un peu ce qu'on dirait. On s'appuie beaucoup, en fait, sur les personnes, notre manière de parler, la manière dont les autres autour de nous parlent, tout ce qu'on a lu, enfin, on s'inspire de beaucoup de choses et c'est vraiment l'occasion de s'amuser pour le coup quand il y a de l'humour à rendre. D'un point de vue technique, ce qui est plus dur, et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est les scènes d'action. Je trouve que c'est vraiment très difficile. C'est pas forcément toujours clair. Il faut trouver le juste milieu entre alors est-ce que c'est moi qui ai pas compris ou est-ce que c'est juste à la base un peu pas très clair. Et dans ce cas-là, je fais quoi ? Merci. Ouais. Ah il faut le dire, il y a des fois, t'es là genre, je pense qu'en fait, l'autrice non plus, elle sait pas. Mais en fait, un des trucs hyper intéressants quand on traduit, c'est qu'on se rend compte que la VO, enfin le texte original, il est pas parfait. Mais comme en VF, n'importe quel texte qui serait écrit par n'importe quel auteur n'est pas parfait de base. Et ça fait partie des trucs où les auteurs, je trouve, ont vraiment du mal. Les scènes d'action, surtout que l'action en anglais est pas décrite de la même manière en français, on la conceptualise pas pareil, on l'exprime pas pareil. Alors, des fois, c'est un point de vue technique, c'est là, je pense, où souvent j'ai des corrections, c'est pour les scènes d'action. Et celles que j'aime pas traduire, c'est les scènes de cul. Pourquoi ? Oui, parce que ça te met mal à l'aise, parce que c'est cringe. Alors, le lire en anglais ne m'affecte pas, parce qu'il y a la barrière de la langue. Le lire en français me cringe. Le traduire en français me turbo cringe. Il faut, à l'heure qu'il est, Julie a la tête entre les deux mains et elle fait non. Je le dis pour les auditrices qui, on est sur une scène de désespoir assez poignante. Voilà. J'ai envie d'essayer. Je trouve que ça apporte rarement grand-chose, en fait, à l'histoire, au personnage. Et on sent assez vite, enfin, je vais pas vous mentir, mais on sent assez vite le moment où il y a le fantasme de l'auteur ou de l'autrice qui rentre en jeu, et ça devient vraiment gênant. Ouais. C'est gênant, en fait. Je sais pas comment... En tout cas, dans la romantaisie telle que j'ai pu la lire jusqu'ici, je trouve que c'est gênant. C'est vrai que moi, horrible. j'ai aucun problème à le lire en anglais parce que ça met un genre de distance, ne serait-ce que pour les termes techniques, quoi. Donc, la tête de Claire, quand elle dit la terminologie. En même temps, ça doit être tellement galère à traduire parce que moi, la dernière fois que j'ai lu une scène un peu smut en français, j'en pouvais plus de rire parce que je suis désolée, mais la hampe. C'est pas le 16e siècle, les enfants. En fait, la porte d'entrée dans la traduction littéraire en ce moment, c'est la romance, parce que c'est un genre qui, encore plus que la romantaisie, est très 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 en vogue, et notamment la dark romance. Et ça pose... je sais que dans l'actualité, on parle beaucoup de oulala, la dark romance, l'impact sur les jeunes, etc. Mais et c'est vrai que personne se pose la question de l'impact sur les traducteurs. Mais il y en a un. Il faut des primes de risque pour les traducteurs qui font de la dark. Des remboursements c'est vrai. Je vais parler des traductrices parce qu'en fait finalement c'est souvent des traductrices, mais des fois elles tombent sur des trucs quand même assez vénères, assez glauques. Alors tout l'intérêt c'est d'explorer la fameuse zone grise, tout ce que vous voulez. N'empêche qu'on tombe sur des trucs des fois choquants. Et j'ai une
une collègue qui avait traduit, elle a traduit de la dark romance. Elle a été quand même singulièrement retournée par cette traduction et elle a fini par dire à l'éditrice ok pour continuer à travailler avec vous, mais ça typiquement c'est pas conforme à mes valeurs et je me vois pas traduire ce truc-là. Et en fait c'est une limite que les traducteurs et traductrices doivent apprendre à poser. Ils peuvent pas tout traduire. Ils sont dans le droit de dire non, je veux pas traduire ce truc-là parce que c'est pas conforme à mes valeurs. Donc là, je sors un peu de la traduction littéraire, mais j'ai des collègues aussi qui se sont rendus compte en cours de mission qu'ils traduisaient des textes pour une secte. Ils savaient pas que c'était une secte à la base, le client s'était pas présenté comme tel, et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont dit désolé, en mon âme et conscience, je peux pas continuer à traduire pour vous, donc trouvez quelqu'un d'autre. Moi, je me rends compte dans ma pratique professionnelle aussi qu'il y a des choses que je peux traduire et d'autres que je peux pas traduire. On est des humains, on cautionne pas forcément ce qu'il y a dans les bouquins. Non. Alors, tu en as un peu parlé au début, puisque tu nous disais que tu venais de la traduction plutôt technique, de trucs scientifiques, de brochures, que sais-je, des choses merveilleuses. Enfin, vraiment pas de la traduction littéraire. Est-ce que tu as déjà, ou est-ce que tu aurais envie de traduire d'autres supports? Je pense aux épisodes de séries télé, je pense aux jeux vidéo, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de passerelle, comment ça se passe? Ou alors est-ce que tu y as jamais pensé et c'est pas une nécessité? En fait, je fais du sous-titrage aussi. Donc j'ai déjà traduit un film, un documentaire, des courts-métrages. Enfin, j'ai déjà fait ça. C'est assez fun. J'aime bien, ça permet de varier un petit peu. D'autant que le sous-titrage a des règles extrêmement propre en fait à ce type de traduction. Il y a plusieurs types de sous-titrage, il y a pas mal de règles dedans, donc c'est assez stimulant d'un point de vue intellectuel, je trouve, et ça permet de changer, donc ça fait du bien. J'avais fait un peu de localisation de jeux vidéo, mais quand j'étais étudiante. Après, je pense que ça me plairait, mais c'est un milieu qui est encore moins bien payé que la traduction littéraire. Et puis j'ai un peu peur en fait de pas avoir assez joué aux jeux vidéo pour bien vraiment cerner le truc. Le world building me plairait énormément, mais je sais pas, je me sens peut-être pas assez légitime à... Oriane, elle a triché, elle a ajouté des questions. Absolument, mais parce que je me suis dit que j'allais regretter si je te les posais pas. Ouais. La première que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un traducteur ou une traductrice, plutôt dans l'imaginaire, parce que c'est notre sujet ici, dont tu admires particulièrement le travail? Alors, il y en a un. Alors, il faut savoir que, comme n'importe quelle personne à peu près normalement constituée, je ne prêtais absolument pas d'attention aux traducteurs et aux traductrices avant d'en devenir une moi-même. D'accord ? Donc, par conséquent, je ne connais pas le nom des traducteurs de mes sagas préférées qui ont été traduites en français. Enfin, il faudrait que je triche, du coup, que j'aille regarder. Mais tu peux nous dire quelle saga, par exemple? Ouais, quelle saga? Enfin, je me souviens du nom d'un traducteur, mais parce qu'il est encore en activité et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc c'était quand même assez chouette. C'est le traducteur du prieuré de l'Oranger, de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Samantha Shadon. Ouais, et normalement c'est Benjamin Kunstner, si je dis pas de bêtises. Traduite, ouais, c'est ça. C'est bien lui qui s'en est occupé, et en fait il traduit une autre saga que j'aime beaucoup qui est The Bone Season, et j'adore cette saga. Moi elle aussi, est trop chouette. Ouais. Elle est vraiment chouette, elle me plaît beaucoup. Enfin, j'ai lu que les 2 premiers tomes, il y a le 3e qui est dans ma pile à lire. Voilà, les lectures loisirs qui traînent depuis des mois. Et genre, j'adore son travail. Enfin, je trouve qu'il a fait vraiment un super truc. Alors, cela dit, je suis un peu vénère parce que c'est pas par rapport à son travail, mais par rapport aux éditions de The Bone Season. Ils ont arrêté d'imprimer certaines, donc il va falloir que je me débrouille pour retrouver les autres. Enfin bon, bref. T'as encore une question, Oriane? Qui peut être une dernière question. Est-ce qu'il y a, toujours dans l'imaginaire, un auteur ou une autrice que t'aurais particulièrement aimé traduire? Déjà traduit ou... Oui, déjà traduit. Ou pas forcément, non, d'ailleurs. Ou pas traduite, d'ailleurs. Très bonne question. Les deux. Allons-y. Pour le coup, j'aimerais bien traduire Elizabeth Whitley. Elle a fait un... Ah oui, celle qui est sur les réseaux. Elle est trop mignonne. Le Book Goblin. Mais... Oui, c'est elle qui fait Book Goblin. Et, oui, voilà. Dangerous Assassin. Moi, j'aimerais beaucoup traduire cette saga. J'ai pas lu les autres tomes. Juste, j'avais bien aimé le premier et je m'étais dit, ça serait trop bien de le traduire. Voilà. Ma réflexion qui s'est arrêtée là. Par contre, ce que j'aurais aimé traduire et qui est déjà traduit, justement, c'est The Bone Season parce que l'univers est chouette. Ouais. Vraiment The Bone Season. C'est de l'urban, non? Bone Season.
C'est pas de l'urban? Non, C'est difficile à qualifier, mais pour moi, j'aurais pas dit de l'urban. c'est de Ils disent de la dystopie. C'est de Ouais. l'Uchronie l'Uchronie, plutôt. non? Hein. Ouais, chronique, dystopie. 2059, Londres. Ouais. Oui, mais avec un Sion. passé, Ouais. une histoire reconstituée aussi, Ouais. à partir de Ouais. 1900, Bizarrement, sur 1800 quelques. Sur Booknode, ils mettent dystopie et fantasy urbaine, mais oui, c'est plutôt Uchronie. C'est- Ouais. Je trouve que les choix en plus du traducteur, ils sont vraiment chouettes, ça marche bien. Bah, trop cool. C'était super sympa de J'avais discuter avec vous. Ah, trop bien. Bah, c'était trop chouette d'avoir une invitée. Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, notre format court et efficace, garanti sans spoiler. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour n'en louper aucun. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur Spotify, une note pour nous aider à être bien référencés. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, lectrices et lecteurs. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt.